pour l'amour de ma sœur. Mon enfance a été marquée par les cris, les larmes et une douleur constante qui semblait sans fin. Chaque jour apportait son lot de désespoir, jusqu'au moment où j'ai cru entrevoir un peu de normalité, un fragile espoir. Mais tout a basculé soudainement. Un événement inattendu est venu bouleverser ma vie, me laissant la responsabilité de veiller sur ma petite sœur. À partir de ce moment, ma vie a pris un tournant décisif. Aujourd'hui, je veux vous raconter mon histoire, celle d'une enfance brisée, mais aussi celle d'un amour inébranlable, un amour qui m'a permis de reconstruire ma vie. Mes parents se sont mariés jeunes, à tout juste 20 ans, et après, ma mère m'a donné la vie. Ils m'ont appelée Evan. Dans mes souvenirs d'enfance, ce sont surtout mes grands-parents qui s'occupaient de moi, car mes parents étaient constamment absorbés par leur travail. Mais très vite, j'ai senti des fissures dans notre foyer. Les tensions entre eux étaient palpables, ils se disputaient sans arrêt. Et à chaque éclat de voix, je me réfugiais sous ma couverture, espérant que les cris cesseraient. Parfois, mon père perdait tout contrôle, et les pleurs étouffés de ma mère emplissaient la maison après qu'il avait frappé. À cet âge, je ne comprenais pas tout, mais en grandissant, la vérité s'est imposée à moi. Mon père était rongé par la jalousie. Il ne supportait pas que ma mère parle à d'autres hommes, et cela envenimait tout. Puis, l'année de mes 9 ans, un événement marquant a bouleversé notre vie. Une violente dispute a éclaté. Mon père accusait ma mère de le tromper. Ce soir-là, il a frappé avec une brutalité que je n'avais encore jamais vue. Ma mère a alors pris la fuite, cherchant refuge chez sa famille. Elle ne voulait plus revenir à la maison. Après avoir découvert la vérité, nous avons appris qu'elle n'avait jamais été infidèle. C'était un malentendu, alimenté par la jalousie incontrôlable de mon père, simplement parce qu'il avait vu parler à un collègue de travail. Paniqué à l'idée de la perdre, il est allé la supplier de revenir, lui promettant de ne plus jamais lever la main sur elle. Et ma mère, espérant encore, est revenue. Pendant un moment, tout semblait s'apaiser. Mon père se montrait moins jaloux, les disputes étaient plus rares, et je m'étais mis à espérer que les choses allaient enfin s'arranger. Mais quand j'ai eu 12 ans, l'équilibre fragile a volé en éclats. Cette fois, c'était mon père qui avait trahi. Il avait une maîtresse depuis des mois, et ma mère avait fini par le découvrir. Une nuit, alors que mon père était chez sa maîtresse, épuisé et incapable de supporter plus longtemps cette humiliation, a fait nos bagages. À 5 heures du matin, nous avons pris la route pour rejoindre sa famille. Peu après, elle a entamé les démarches pour divorcer. Mon père, furieux, a résisté au départ, mais a fini par signer les papiers. Ma mère a obtenu ma garde et mon père, réduit à des visites et une pension alimentaire, est sorti définitivement de notre quotidien. Très vite, ma mère a refait sa vie avec un autre homme, mais il ne m'aimait pas vraiment, je l'ai senti tout de suite. À chaque fois que ma mère essayait de me gâter, il ne pouvait s'empêcher de lui faire des remarques, comme si je ne méritais pas son attention. Cependant, mon père ne m'avait pas oublié. Pour chaque Noël, chaque anniversaire, il m'envoyait toujours un cadeau. Il avait choisi de rester célibataire, se contentant de relations passagères, car les femmes qu'il rencontrait ne supportaient pas sa jalousie. Quand ma mère a eu un enfant avec son nouveau compagnon, c'est là que je suis vraiment devenue invisible. J'ai commencé à vivre reclus dans ma chambre, ne sortant que pour manger ou accomplir mes corvées. Je savais que ma mère m'aimait, mais elle semblait désormais contrainte de m'offrir le strict minimum, de peur de provoquer la colère de cet homme. Parfois, j'entendais leurs disputes étouffées à travers les murs, mais je n'avais jamais cherché à comprendre les raisons. Jusqu'à ce soir, où en passant devant leur chambre, j'ai entendu des mots qui m'ont glacé le sang. Leurs disputes tournaient autour de moi. Son compagnon exigeait que ma mère cesse de me donner l'argent de la pension alimentaire que mon père m'envoyait, cette maigre somme de 150 €. Pour lui, je vivais sous leur toit, donc je devais participer aux frais. Il voulait que cet argent serve à payer les factures. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Chaque dispute, chaque tension entre eux, c'était moi. Ma simple présence était devenue un problème, une source de conflit, et cela m'a brisé un peu plus chaque jour. Je n'avais nulle part où aller, alors je m'accrochais du mieux que je pouvais, espérant que chaque jour serait un peu moins difficile que le précédent. À l'âge de 16 ans, mon beau-père est venu me voir.
le visage grave. Il m'a clairement fait comprendre qu'il me garderait chez lui que jusqu'à mes 18 ans. Après ça, il ne voulait plus me voir sous son toit. Ses mots étaient durs, tranchants. Tu devrais commencer à penser à ton avenir dès maintenant. Trouve un emploi, une solution, parce qu'à 18 ans, tu seras à la rue si tu n'as rien prévu. Ce soir-là, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Elles ont coulé longtemps, lourdement. Pendant que mes amis profitaient de leur soirée à jouer aux jeux vidéo, insouciants, je passais les miennes à chercher désespérément une issue. Les semaines défilaient et l'angoisse grandissait en moi. Avec l'argent que j'avais réussi à économiser de la pension alimentaire, je me suis inscrit à l'auto-école. Obtenir mon permis était devenu une priorité. C'était mon passeport vers une vie plus libre, la possibilité de trouver un travail à ma majorité. Chaque nuit, je passais des heures à réfléchir, à essayer d'élaborer un plan pour m'en sortir. Finalement, la meilleure solution qui m'est apparue était de me concentrer pleinement sur mes études. Si je pouvais entrer à l'université, je pourrais habiter en chambre universitaire, tout en travaillant à côté pour subvenir à mes besoins. Ce plan était ma seule lueur d'espoir, ma bouée de sauvetage. Durant mes années au lycée, je me suis investi corps et âme. J'étais assidue, je révisais tard dans la nuit, travaillant sans relâche pour réussir mes cours. En parallèle, je suivais mes leçons de code et de conduite, déterminée à obtenir ce permis qui symbolisait mon échappatoire. Chaque jour était une lutte, mais je tenais bon, convaincue que c'était ma seule chance de m'en sortir. L'année de mes 18 ans, j'ai obtenu mon bac avec mention et j'ai été acceptée à l'université. C'était une victoire douce amère, un moment de fierté mêlé d'incertitude. J'ai trouvé un studio en colocation avec un camarade, un petit coin de liberté. Avec ma bourse, je pouvais payer la moitié du loyer, mais il me restait à peine de quoi tenir le reste du mois. Souvent, je passais mes journées à jeûner, n'avalant qu'une canette de coca pour tenir, et le soir, je me contentais d'un pot de nouilles chinoises. Chaque bouchée avait le goût amer des sacrifices que je devais faire. La vie était dure, plus rude que je ne l'avais imaginé. Malgré mes efforts, je n'arrivais pas à trouver un travail pour subvenir à mes besoins. Même avec mon permis en poche, je n'avais pas de voiture, ce qui limitait encore plus mes opportunités. Un jour, désespérée, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait m'aider à acheter une petite voiture d'occasion. Rien de grand, juste de quoi me déplacer. Mais mon espoir a vite été brisé. Face à la colère de mon beau-père, ma mère, en larmes, m'a simplement dit qu'elle ne pouvait rien faire pour moi, et ses excuses m'ont laissé un goût amer dans la gorge. C'était un coup dur de plus, un rappel cruel que je devais me débrouiller seule. Pourtant, malgré la faim, les privations et cette solitude écrasante, je continuais d'avancer. Grâce à des amis, j'ai fini par décrocher un petit boulot d'étudiant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour m'aider à tenir. Chaque soir, je prenais le bus pour aller travailler et de temps en temps, quand j'en avais la chance, j'empruntais la voiture de mon colocataire. Ces trajets étaient épuisants, mais ils représentaient une bouée d'air dans cette lutte constante pour survivre. Pendant mes années à l'université, j'avais perdu contact avec mon père biologique, mais je me suis accrochée à mes études avec acharnement. Après 5 longues années de travail intense, j'ai enfin décroché mon master. C'était un moment que j'attendais depuis si longtemps, mais paradoxalement, personne n'était là pour le partager avec moi. Ni ma mère, ni mon père ne savaient que j'avais terminé mes études. J'ai ensuite rapidement trouvé un emploi et j'ai commencé à construire ma vie, loin des tumultes du passé. Je me suis installée dans un petit appartement. C'était modeste, mais c'était chez moi. Chaque jour, je travaillais dur, forgeant mon propre chemin, avec la fierté silencieuse de celui qui a réussi seul, sans compter sur personne. Ce n'est qu'après avoir enfin pu m'offrir une belle voiture que j'ai décidé de retourner voir ma mère. Je me souviens encore de son regard lorsque je suis arrivée, fière de ce que j'étais devenue. En me voyant et en découvrant cette voiture qui symbolisait tant d'efforts et de sacrifices, ses yeux brillaient de fierté. Elle ne pouvait cacher son bonheur, et sans hésiter, elle s'est empressée de me préparer un véritable festin, tous mes plats préférés, comme si elle voulait célébrer ce moment avec tout l'amour qu'elle n'avait pas pu m'offrir ces dernières années. Mais tout cela se passait sous le regard glacial de mon beau-père. Il n'a rien dit, mais son silence pesait lourd, comme une ombre qui planait sur cette réunion. Pourtant, cette fois-ci, je ne me suis pas laissé atteindre. J'étais indifférent, plus fort. C'était mon moment,
et rien ni personne ne pouvait l'éclipser. Désormais, ma mère et mon beau-père avaient 3 enfants. Chaque fois que je rendais visite à ma mère, je me sentais un peu étranger dans cette maison pleine de vie. Pourtant, malgré ce sentiment de distance, je ne venais jamais les mains vides. Je ramenais toujours des friandises pour mes demi-frères et demi-sœurs, espérant peut-être créer un lien, ou simplement apporter un peu de joie à ces petits qui n'y étaient pour rien. C'était ma façon de montrer que même en étant à l'écart, j'étais toujours là, avec eux, à ma manière. Un jour, lors d'une visite chez ma mère, j'ai surpris une énième dispute entre elle et mon beau-père. Une fois encore, j'étais le centre du problème, la source des tensions. Ce moment a été comme un déclic. J'ai alors décidé de ne plus revenir, malgré les larmes de ma mère, qui me suppliait de continuer à lui rendre visite. C'était trop douloureux de sentir que ma simple présence semait la discorde dans son foyer. Un jour, j'ai appris que mon grand-père était gravement malade. Cela m'a poussé à retourner dans ma ville natale, revoir mes grands-parents que je n'avais pas vus depuis mes 12 ans. Le temps avait filé, et en arrivant, j'ai appris que mon père s'était remarié avec une jeune femme d'à peine 30 ans. Ils avaient d'abord vécu dans un modeste appartement et accueilli une petite fille. Plus tard, ils ont déménagé, trouvant du travail dans une ville lointaine. Après ce week-end à l'hôpital auprès de mon grand-père, je suis rentrée chez moi, le cœur lourd et envahi par une tristesse que je peinais à exprimer. Peu de temps après, j'ai épousé ma copine, celle qui était à mes côtés depuis plus d'1 an et qui m'aidait à tenir debout. Ce jour, qui aurait dû être rempli de joie et de partage, portait pourtant une ombre. Je n'ai invité personne de ma famille. À ma belle famille, j'ai simplement expliqué que mes parents étaient séparés et que je ne m'entendais pas avec eux. Mais derrière ces mots se cachait tant de non-dits, tant de blessures. C'était plus facile de feindre l'indifférence que d'affronter la douleur de leur absence. 3 mois plus tard, la nouvelle du décès de mon grand-père est tombée. Son départ m'a profondément bouleversée, et j'ai pris une semaine de congé pour assister à ses funérailles. En arrivant pour les obsèques de mon grand-père, une nouvelle tragique m'a frappée de plein fouet. Mon père et sa femme avaient perdu la vie dans un accident de voiture en chemin pour les funérailles. Ils étaient aussi venus pour récupérer leur fille qu'ils avaient laissée chez ma grand-mère pour les vacances d'été. Le choc était indescriptible, comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Ce qui devait être un adieu à mon grand-père se transformait en une tragédie inimaginable. Nous devions désormais enterrer 3 êtres chers, et le poids de cette douleur semblait insurmontable. Les tensions ont rapidement émergé au fil de cette semaine difficile, tournant principalement autour des dépenses pour les funérailles de mon père et de sa femme. Même si j'avais perdu contact avec lui depuis des années, je me souvenais de ces moments, durant mon adolescence, où il m'appelait pour prendre de mes nouvelles et m'envoyait un cadeau chaque année. Malgré la distance qui s'était installée entre nous, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose. J'ai donc proposé de financer une partie des funérailles, espérant apaiser les esprits. Les tensions se sont alors calmées un instant, mais elles ont vite repris de plus belle. Cette fois, autour de Cathy, la fille de mon père. Elle n'avait que 6 ans et venait de perdre ses parents, se retrouvant brutalement orpheline. Personne ne voulait d'elle. Ma grand-mère, trop âgée pour s'en occuper, ne pouvait pas prendre cette responsabilité, et le reste de la famille refusait de la recueillir. Certains craignaient même qu'elle finisse par ressembler à mon père, qu'ils jugeaient sévèrement, le considérant comme quelqu'un de pas bien. Lors des funérailles, Cathy restait seule, en larmes, perdue dans sa douleur. Elle comprenait que ses parents étaient partis pour toujours, mais personne ne venait la consoler. Le peu d'attention qu'elle recevait venait de ma grand-mère, qui se contentait de lui servir à manger. Voir cette petite fille, ma demi-sœur, si innocente et pourtant déjà rejetée par tous, m'a profondément touchée. Le silence pesait autour d'elle, son isolement était insupportable. Alors, je n'ai pas pu rester passif. J'ai pris une décision. J'ai annoncé à tous que je prendrais soin d'elle, que je l'emmènerais vivre avec moi. Cathy ne me connaissait pas, et après les funérailles, elle était réticente à l'idée de partir avec un étranger. Comprenant ses craintes, j'ai pris 3 jours de congé supplémentaires pour passer du temps avec elle, lui montrer que je serais là pour elle, que j'étais son grand frère et qu'elle n'était pas seule. Le dernier jour, Cathy m'a soudain annoncé qu'elle était prête à venir vivre avec moi. Les yeux remplis de larmes,
Elle m'a confié avec une voix tremblante. J'ai rêvé de papa et maman. Papa m'a dit que je devais rester avec toi parce que maman et lui vont partir en voyage. Ils sont montés dans un avion et sont partis. Ce moment m'a bouleversée. C'était comme si, malgré leur absence, ses parents lui avaient donné leur bénédiction pour qu'elle me rejoigne. C'est ainsi que j'ai emmené Cathy vivre avec moi. Au début, ma femme Clarisse était ravie de l'accueillir. Elle semblait sincèrement l'apprécier et je pensais que tout se passerait bien. Mais au fil des mois, son enthousiasme s'est étiolé. Les premières tensions sont apparues quand elle a commencé à critiquer mes dépenses pour Cathy. Je lui avais acheté un nouveau lit, des meubles, des vêtements, tout ce qu'une petite fille de son âge avait besoin pour se sentir chez elle. Mais chaque achat rendait Clarisse de plus en plus furieuse. Pour elle, je dépensais trop pour Cathy. Les disputes se sont intensifiées jusqu'à ce qu'un soir, Clarisse m'annonce qu'elle était enceinte. Ce qui aurait dû être un moment de bonheur s'est rapidement transformé en une confrontation déchirante. Elle m'a dit d'un ton froid. « Je veux que tu renvoies Cathy. Je ne veux plus qu'elle vive ici. Quand notre bébé arrivera, je veux une vie paisible, sans elle dans les parages. Tu dois choisir, c'est soit elle, soit moi. » Furieux, je lui ai répondu. « Clarisse, écoute-moi bien. J'ai fait les papiers pour l'adopter. Bien qu'elle soit ma demi-sœur, elle est comme ma fille maintenant. Tu étais pourtant d'accord pour qu'elle reste avec nous. Alors pourquoi ce changement soudain ?» Elle a rétorqué, le visage fermé. « Evan, c'est vrai qu'au début j'étais d'accord, mais je ne pensais pas que sa présence nous coûterait tant. C'est moi qui gère le budget, et je vois combien tu dépenses pour elle chaque mois. Je ne pourrai jamais tenir jusqu'à ses 18 ans. » Incapable de trouver un terrain d'entente, Clarisse a fini par faire ses bagages ce soir-là et est partie chez ses parents, me laissant seule avec Cathy et une tempête d'émotions à gérer. Les jours suivants, Clarisse m'a annoncé qu'elle ne reviendrait pas tant que je n'aurais pas renvoyé Cathy. J'étais déchirée, pris dans un dilemme insupportable, ne sachant plus quelle décision prendre. Chaque fois que je regardais Cathy, je voyais une petite fille transformée, loin de l'enfant triste et perdu que j'avais vu aux funérailles. Elle était désormais joyeuse, obéissante et studieuse. Il était difficile d'imaginer la renvoyer après tout ce qu'elle avait traversé. Tous les jours, après l'école, je la ramenais à la maison et lui demandais de finir ses devoirs avant de jouer. Elle allait directement dans sa chambre et lorsque je venais jeter un coup d'œil, en ouvrant doucement la porte, elle était toujours concentrée, penchée sur ses cahiers. Elle tenait vraiment à bien faire. Parfois, elle appelait notre grand-mère en visioconférence pour lui montrer fièrement sa chambre et ses jouets, un sourire illuminant son visage. Après des jours de réflexion, de doute et de nuits sans sommeil, je ne pouvais pas me résoudre à la renvoyer. Cathy était devenue une partie de ma vie, de ma famille, et la renvoyer aurait été la trahir, la priver du seul foyer stable qu'elle avait désormais. Ma femme, à bout de patience, a fini par demander le divorce. Désemparée, je ne savais plus quoi faire. J'étais tiraillée entre mon amour pour Clarisse et ma responsabilité envers Cathy. Je priais Dieu chaque jour, implorant un signe, une direction à suivre. C'est alors qu'une nuit, je fis un rêve étrange et puissant. J'étais dans un endroit sombre, perdu, ne sachant pas vers où aller. Autour de moi, tout était flou et l'incertitude pesait sur mon cœur. Soudain, une petite lumière apparut devant moi, perçant l'obscurité. À mes côtés, un homme se tenait là, mystérieux mais rassurant, et d'un geste silencieux, il pointa du doigt vers cette lumière qui ne cessait de croître. Peu à peu, cette lumière s'intensifia jusqu'à éclairer une silhouette familière. C'était Cathy, baignée dans cette lueur éclatante. L'homme me regarda et dit d'une voix apaisante. « Suis cette lumière et tu trouveras ton chemin. » Puis, tout disparut et je me suis réveillée le cœur battant. Ce rêve était le signe que j'attendais désespérément. En y repensant, une vérité profonde émergeait en moi. Je savais que si je perdais Clarisse, je pourrais peut-être un jour reconstruire ma vie avec une autre femme. Mais si je perdais Cathy, je perdrais bien plus. Une sœur, un lien de sang, un être que le destin m'avait confié. Je ne pouvais pas l'abandonner. Alors, j'ai pris la décision. J'ai signé les papiers de divorce, acceptant cette séparation malgré la douleur.
Peu de temps après, j'ai appris que Clarisse avait avorté, ne voulant pas garder le bébé. Cette nouvelle m'a bouleversée, mais au fond de moi, je savais que j'avais fait le choix qui, même s'il était difficile, était juste. Quand Cathy a découvert que c'était à cause d'elle que Clarisse et moi avions divorcé, elle venait tout juste d'avoir 8 ans, mais elle comprenait déjà beaucoup plus qu'un enfant de son âge. Elle s'en voulait terriblement. En larmes, elle m'a supplié de la ramener chez notre grand-mère et de faire revenir Clarisse. Ses petits yeux étaient remplis de chagrin et entendre ces mots me brisait le cœur. Je l'ai prise doucement dans mes bras et essayant de lui parler avec tout l'amour et la vérité que je pouvais, je lui ai dit « Cathy, écoute-moi bien. N'oublie pas que grand-mère vit désormais avec ton oncle et ta tante. Ils ne te considéreront jamais comme un membre de leur famille. Peut-être que tu ne mourras pas de faim là-bas, mais tu n'auras aucun amour, aucune attention. Ils te toléreront, mais plus tu grandiras, plus ils compteront chacun de tes frais. Si tu ne peux pas contribuer, ils finiront par te haïr, et un jour, ils te mettront dehors. Crois-moi, je suis déjà passé par là. Je sais ce que c'est de ne pas se sentir à sa place. » J'ai alors vu son regard se remplir de compréhension et de tristesse. J'ai continué. « Cathy, je suis la seule personne qui se soucie vraiment de toi. J'ai pris la décision de laisser partir Clarisse pour te garder, car tu es ma sœur, tu es ma famille. Si tu tiens à moi aussi, fais ce que je te dis. Reste avec moi. Étudie bien pour que tu puisses avoir un avenir meilleur. Le jour où tu seras indépendante, tu comprendras tout ce que cela signifie, et peut-être que tu pourras me rendre cette reconnaissance. » Elle hocha doucement la tête, toujours en pleurs, mais je sentais qu'elle commençait à comprendre que mon choix venait de l'amour et non de sacrifice. Au fil des années, une complicité profonde s'est tissée entre nous. Cathy et moi étions devenus inséparables, comme un père et sa fille. Parfois, elle me demandait, avec une innocence touchante, « Pourquoi tu ne trouves pas une autre femme, grand frère ?» À chaque fois, je lui répondais avec un sourire, « Tant que tu n'auras pas 18 ans, je ne veux pas risquer de ramener quelqu'un qui pourrait briser notre équilibre. Tu es ma priorité. » Nos week-ends étaient des moments précieux. Nous les passions ensemble, que ce soit en partageant des fous rires à la maison ou en allant pêcher, une activité que Cathy adorait. Elle prenait autant soin de moi que je me souciais d'elle. Toujours attentive, toujours là. Nous étions une équipe, liée par un amour inconditionnel. Puis, à ses 18 ans, Cathy a quitté la maison pour l'université. La veille de son départ, elle m'a regardé avec ses yeux remplis de tendresse et de sagesse et m'a dit « Grand frère, j'ai maintenant 18 ans. Je suis prête à me débrouiller seule. Tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. Il est temps que tu trouves quelqu'un pour partager ta vie. » Ces mots étaient pleins d'affection et de maturité. Je lui ai souri, l'émotion au bord des lèvres, et je lui ai promis que je me trouverais quelqu'un. 1 an plus tard, j'ai rencontré Laurie, une femme douce et gentille qui a su illuminer ma vie. Cathy revenait presque chaque week-end et je voyais avec bonheur la complicité grandissante entre elles. Leur entente était un véritable cadeau, remplissant notre maison de rire et de chaleur. Un jour, tôt le matin, alors que la voiture de Cathy était tombée en panne, j'ai décidé de la conduire à son école, située à 2 heures de chez nous. C'était un trajet chargé d'excitation et de promesses, mais le destin en avait décidé autrement. Soudain, une voiture a grillé un feu rouge, et la collision était inévitable. Dans un réflexe désespéré, j'ai braqué le volant pour protéger Cathy, une peur profonde me nouant l'estomac. À cet instant, j'ai entendu son cri déchirant. « Non, Evan, ne fais pas ça !» C'était un cri d'amour, un cri de terreur. Puis, tout s'est assombri, et j'ai sombré dans le trou noir. Lorsque je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, engourdi et confus après une opération. Un frisson d'angoisse m'a traversé l'esprit alors que je murmurais d'une voix faible. « Où est Cathy ?» L'infirmière s'est penchée vers moi et sa voix douce a été un baume sur mon inquiétude. Elle m'a rassurée, me disant que Cathy n'avait rien de grave et qu'elle se reposait, mais que dans un acte héroïque, elle avait risqué sa vie pour sauver la mienne. Elle a continué en m'expliquant qu'à son arrivée à l'hôpital, Cathy était blessée mais consciente, alors que j'étais inconscient et avait perdu énormément de sang. Une transfusion d'urgence
étaient nécessaires pour stabiliser mon état. Mais j'étais de groupe O et l'hôpital était en rupture de stock. Une voiture était en route pour en ramener. Mais mon état était critique. Dans un élan de détermination, Cathy a insisté pour donner son propre sang, sachant qu'elle était aussi de groupe O. Pourtant, le médecin inquiet pour sa santé, au vu de son état, n'a pas voulu prendre de risques. Dans l'attente désespérée, alors que le temps semblait s'étirer, Cathy, toujours consciente, a trouvé un moyen de se faufiler jusqu'à moi. Étudiante en médecine, elle savait exactement ce qu'il fallait faire. Elle a installé tout le nécessaire pour me transfuser son propre sang. Déterminée à me sauver, elle avait accéléré la vitesse de transfusion. Quand l'infirmière est enfin revenue, elle a découvert Cathy évanouie à mes côtés. Si elle n'était pas arrivée à temps, ma sœur aurait sacrifié sa vie pour la mienne. Grâce à elle, j'avais déjà reçu l'équivalent d'une poche de sang, ce qui m'a permis de tenir jusqu'à l'arrivée des poches de sang pour pouvoir m'opérer. Ce n'est que dans la soirée que j'ai vu Cathy et Laurie entrer dans ma chambre. Cathy semblait épuisée, mais elle s'est approchée de moi avec une tendresse qui m'a réchauffé le cœur. Elle a pris ma main, ses doigts tremblants, exprimant toute l'inquiétude qu'elle ressentait. Les larmes aux yeux, elle m'a murmuré. « Tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu ne serais pas dans un état aussi critique. Pourquoi as-tu braqué le volant pour me protéger ?» Je pouvais sentir l'émotion dans sa voix, une profonde inquiétude mêlée à l'amour fraternel qui nous liait. Elle avait déjà raconté aux infirmières combien je l'aimais et pourquoi j'avais agi ainsi pour elle. À cet instant, tous ceux dans la pièce avaient les larmes aux yeux, touchés par la force de notre lien, par la profondeur des sacrifices que nous étions prêts à faire l'un pour l'autre. J'ai passé des mois en rééducation, mais cet acte de bravoure et cet amour inconditionnel ont fait de cette épreuve une force pour nous deux. Aujourd'hui, Laurie et moi sommes mariés, et je ressens une immense gratitude pour la vie que nous avons construite ensemble. Cathy a terminé ses études avec brio et a commencé à tracer son propre chemin professionnel. Bien qu'elle vive désormais avec son petit ami, elle prend toujours le temps de me rendre visite et chaque moment passé ensemble est une véritable célébration de notre complicité. Nous continuons à partager des souvenirs précieux comme ces sorties à la pêche où nous rions et échangeons des histoires. Ces instants me rappellent à quel point notre lien est fort et indéfectible. Je suis remplie de fierté en la voyant s'épanouir et je chéris chaque moment passé à ses côtés, conscient que notre histoire, marquée par tant d'épreuves, est désormais tissée de joie et d'amour. Cette expérience m'a appris que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la solidarité peuvent nous guider vers la lumière. La vie est pleine de défis, mais c'est en se soutenant mutuellement que nous trouvons la force de surmonter les obstacles et de bâtir un avenir radieux.